Bonjour, je suis Amy Rose, bienvenue dans le Minimum Vital. Ici, j'utilise l'art pour comprendre ce qui se joue entre nous, le désir, le pouvoir, les relations humaines et toutes ces forces invisibles qui façonnent nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une forme d'intelligence que notre époque maîtrise souvent, l'intuition. Cette sensation intérieure que l'on ne sait pas toujours expliquer, mais qui insiste. Cette petite voix que l'on apprend parfois à faire taire pour paraître raisonnable. Et pourtant, si l'on regarde l'art, les grandes œuvres, les grandes décisions, les grandes transformations, on découvre souvent la même chose. Avant la preuve, avant la méthode, avant la certitude, il y a presque toujours une intuition. On valorise les diplômes, on valorise les chiffres, on valorise les preuves, on valorise les méthodes, on valorise les certitudes, mais on se méfie énormément de ceux qui ne se prouvent pas immédiatement. Le ressenti, l'instinct, l'imaginaire, la vision, cette sensation intérieure qu'on ne sait pas encore expliquer mais qui insiste. Comme si tout ce qui ne pouvait pas être mesuré était forcément moins réel. Pourtant, les choses les plus essentielles de notre vie ne se mesurent pas toujours. L'amour ne se mesure pas, la loyauté ne se mesure pas, le courage ne se mesure pas, la beauté ne se mesure pas, la dignité ne se mesure pas, et l'intuition non plus ne se mesure pas. Cela ne les rend pas moins importants, au contraire. Peut-être même que les choses les plus importantes commencent justement dans cet espace-là, un espace avant les mots, avant les preuves, avant les explications. Un espace où quelque chose en nous sait, mais ne sait pas encore vraiment comment le dire. Et si le plus grand drame n'était pas de manquer d'intuition, mais de passer sa vie à l'étouffer. Parce que je crois que beaucoup de gens ne sont pas perdus parce qu'ils ne savent pas. L'intuition fait peur parce qu'elle oblige à agir justement. Ce n'est pas toujours confortable de reconnaître ce que l'on sait déjà au fond de nous. Tu peux sentir qu'une relation est mauvaise, mais si tu l'acceptes vraiment, tu dois peut-être partir. Tu peux sentir qu'un travail t'éteint, mais si tu l'acceptes, tu dois peut-être changer de travail. Tu peux peut-être sentir qu'une personne n'est pas sincère, mais si tu l'acceptes vraiment, tu dois arrêter de lui trouver des excuses. Tu peux sentir qu'un projet t'appelle, mais si tu l'acceptes vraiment, tu dois commencer par être prête. Mais le problème n'est pas toujours de ne pas savoir. Le problème est souvent de savoir et de ne pas vouloir payer le prix de ce que l'on sait. Parce qu'à force d'ignorer son intuition, on ne devient pas plus raisonnable, on devient seulement plus éloigné de soi. On finit par ne plus savoir ce qu'on aime. On ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus la chose qui nous abîme. On ne sait pas le projet qui nous appelle. On ne sait plus reconnaître notre propre vérité. On devient très fort pour expliquer nos vies, mais incapable de la vivre, incapable de l'habiter. Et je crois que c'est l'un des plus grands drames modernes. Nous analysons tout, nous comparons tout, nous cherchons des méthodes pour tout, nous voulons des garanties avant de bouger. Mais la vie ne donne pas toujours des garanties. L'art non plus, l'amour non plus, la vocation non plus. Il y a un moment où il faut accepter de suivre une direction avant d'avoir la carte complète. Et c'est précisément là que l'intuition commence. Personnellement, je ne crois pas que l'intuition soit l'opposé de l'intelligence. Je crois qu'elle en est une forme plus ancienne, plus instinctive. Une forme qui existe avant les mots. Une forme que les artistes utilisent chaque jour. Une forme qui nous rappelle que certaines vérités se ressentent avant de s'expliquer. Quand je commence une toile, je ne sais pas exactement où elle va. Je ne travaille pas comme un architecte. Je travaille comme une exploratrice. Car toutes les créations commencent par quelque chose où on ne peut pas encore voir, prouver. On peut juste ressentir. Un architecte arrive avec un plan, il connaît les mesures. Il sait où va chaque mur. Il sait où commencer et où finir sa structure. Moi, quand je peins, je ne fonctionne pas comme ça. Je pars d'une sensation. Parfois, c'est une couleur, parfois, c'est une tension, parfois, c'est une lumière, parfois, c'est une matière. Parfois, c'est quelque chose de beaucoup plus vague. C'est une atmosphère intérieure. Je ne peux pas toujours dire, voilà, cette toile parle de ça, précisément. Au début, je ne sais pas. Je sens seulement qu'il y a quelque chose à suivre. Je pose une couleur, puis une autre, puis parfois, ce que j'avais prévu disparaît complètement et quelque chose de plus juste apparaît. Le tableau trouve son équilibre de manière naturelle. C'est très étrange parce que dans ces moments-là, j'ai presque l'impression que la toile, c'est avant moi. Elle m'oblige à écouter, elle m'oblige à ralentir, elle m'oblige à regarder ce qui est en train d'apparaître au lieu d'imposer ce que moi j'avais décidé. Et c'est là que la magie opère. C'est là que l'art prend naissance. Et je crois que c'est exactement cela, l'intuition créatrice. Ce n'est pas faire n'importe quoi, ce n'est pas être flou, ce n'est pas attendre une inspiration magique, c'est accepter de dialoguer avec quelque chose qui n'est pas encore totalement formulé. Voilà, c'est comme ça la définition selon moi. Et
La même chose est vraie quand j'écris, quand j'analyse quelqu'un, quand je raconte une histoire, quand je regarde une œuvre, quand je la contemple, quand j'écoute une personne parler exactement. Et parfois, ce n'est pas la phrase qui me frappe, c'est ce qu'il y a derrière la phrase, une hésitation, une contradiction, parfois, vous savez, un sous-entendu, une énergie, un silence, un détail qui semble minuscule mais qui en dit beaucoup. Je pars souvent d'une sensation avant de comprendre intellectuellement ce qu'elle signifie. Et ça, j'ai vraiment commencé à l'appliquer dans tous les aspects de ma vie au quotidien. Je crois que beaucoup d'artistes fonctionnent comme ça. Et quand je dis artiste, je parle également des personnes qui ont cette âme créatrice et non pas juste de la profession d'artiste. Parce que quelqu'un qui cuisine, c'est un artiste. Quelqu'un qui contemple la nature, c'est un artiste. Quelqu'un qui voit la beauté en chaque chose est un artiste, selon moi. Et ces gens-là ne créent pas parce qu'ils savent tout. Ils créent parce qu'ils acceptent de suivre quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. C'est une découverte. Et c'est pour cela que l'intuition est si importante dans l'art. Parce que toute grande œuvre commence souvent par quelque chose que personne peut encore prouver. Regardez Monet. Aujourd'hui, Monet est dans les plus grands musées. Il est admiré. Il est presque devenu une évidence. Mais à son époque, ce qu'il faisait n'était pas évident du tout. Quand Monet peint les reflets de l'eau, les critiques pensent qu'il peint mal. Vous imaginez ? Pour eux, les contours sont flous. Les formes semblent inachevées. Les couleurs sont étranges. La peinture semble presque imprécise. Voilà. Ils sont habitués à une peinture plus nette, plus académique, plus photographique, plus descriptive. Ils veulent reconnaître les objets, ils veulent les lignes claires, ils veulent une peinture qui explique. Mais Monet ne cherche pas seulement à peindre un objet, il suit une intuition beaucoup plus profonde. Il comprend que ce qu'il voit n'est pas seulement une fleur, ce n'est pas seulement un bassin, ce n'est pas seulement un paysage. Ce qu'il voit, c'est une lumière, un reflet, une vibration. Un instant qui change déjà au moment où il regarde. Et dans les nymphéas, cette intuition devient presque totale. Au début, on croit regarder des fleurs sur l'eau, puis on comprend que les fleurs ne sont presque plus le sujet. Le sujet, c'est l'eau. Puis, ce n'est même plus l'eau, c'est le reflet de la lumière sur l'eau. Puis, ce n'est même plus seulement la lumière, c'est une sensation. Monet ne peint plus simplement ce qui est devant lui. C'est magique. Monet ne peint plus simplement ce qui est devant lui. Il peint ce qu'il voit, la sensation que ça provoque en lui. Et ça, c'est fondamental, parce qu'il y a une différence immense entre représenter le monde et traduire une sensation du monde. Quand je regarde les nymphéas, je ne vois pas seulement les fleurs, je vois un homme qui a osé faire confiance à quelque chose que personne autour de lui ne comprenait encore. Je vois quelqu'un qui a accepté de perdre la netteté pour gagner la vérité de la lumière. Et je me demande souvent combien de personnes aujourd'hui abandonnent leurs intuitions simplement parce qu'elles ne savent pas encore les expliquer. Combien de projets n'ont jamais existé parce que quelqu'un a voulu être sûr avant de commencer. Combien d'œuvres n'ont jamais été créées parce que quelqu'un a attendu une validation extérieure. Combien de vies se sont refermées parce qu'une petite voix intérieure a été traitée comme une illusion. Parce que ça, c'est le piège. On croit qu'il faut avoir toutes les preuves pour commencer. Mais aucune œuvre importante ne commence avec toutes les preuves. Elle commence avec un appel, un trouble, une image, une obsession, je dirais. Si un artiste n'écoute pas cela, il ne crée rien. Hélène Frankenthaler, que je considère comme une mentor, est un exemple magnifique. Et je crois que son travail me parle particulièrement parce qu'elle montre très bien que l'intuition n'est pas l'absence de la maîtrise. Au contraire, Hélène Frankenthaler ne cherche pas à tout contrôler. Elle dilue la peinture, elle la verse directement sur la toile, elle laisse la couleur entrer dans la fibre, elle accepte que la matière se déplace, elle accepte l'imprévu. Avec Mountains and Sea, elle fait quelque chose qui, à son époque, est extrêmement audacieux. Elle ne peint pas simplement une montagne ou une mer de manière descriptive, elle crée une impression de paysage, une mémoire de paysage, une sensation de paysage. La peinture semble respirer dans la toile. Les couleurs ne sont pas posées comme des objets. Elles s'étendent, elles flottent, elles se déposent comme quelque chose qui arrive presque naturellement. Là, il y a une grande leçon sur l'intuition, parce que beaucoup de gens pensent que suivre son intuition, c'est abandonner la méthode. Mais c'est faux. Il faut énormément de maîtrise pour pouvoir faire confiance à son intuition. Il faut connaître la matière, il faut comprendre le geste, il faut sentir le moment où il faut intervenir. Et surtout, il faut sentir le moment
où il faut s'arrêter. C'est peut-être l'une des choses les plus difficiles dans l'art, savoir quand une œuvre est terminée et ne pas revenir dessus. Un artiste le sent, mais il ne peut pas toujours l'expliquer. Il regarde la toile et quelque chose en lui, c'est si je continue, je vais détruire l'équilibre. C'est personnellement ce qui m'arrive la plupart du temps. Et vraiment, quand on force, on détruit le tableau et j'ai mis plusieurs de mes créations à la poubelle pour cette raison. Il n'y a pas toujours une raison claire, ce n'est pas mathématique, mais il y a un point d'équilibre, une tension juste, une respiration, et si on dépasse ce point, l'œuvre perd quelque chose. Et c'est pareil dans la vie, vous savez. Il y a des conversations qu'il ne faut pas prolonger, des relations qu'il ne faut pas forcer, des projets qu'il ne faut pas dénaturer, des moments où il faut arrêter d'ajouter, arrêter de prouver, arrêter de contrôler. L'intuition, c'est parfois reconnaître le point exact où quelque chose est juste et c'est une intelligence rare. Kandinsky aussi a vécu une expérience très forte avec l'intuition. Un jour, il voit une de ses propres toiles posée à l'envers et parce qu'elle est à l'envers, il ne reconnaît plus les objets. Il ne voit plus la scène, il ne voit plus la représentation, il ne voit plus ce que la peinture était censée montrer. Et soudain, il la trouve plus belle. C'est fascinant. Parce qu'à cet instant, il comprend quelque chose de radical. La peinture n'a pas forcément besoin de représenter le réel pour toucher les cœurs. Elle peut exister comme couleur, comme rythme, comme vibration, comme énergie intérieure. Cette intuition va contribuer à une révolution artistique immense. La peinture peut se libérer de l'objet, elle peut devenir abstraction. Elle peut parler directement à la sensibilité sans passer par la reconnaissance immédiate. Mais avant que cela devienne une théorie, avant que cela devienne une histoire de l'art, avant que cela devienne une révolution reconnue, il y a un moment très simple, un regard, une toile à l'envers, une sensation. D'abord quelque chose est ressenti, ensuite seulement quelque chose est compris. C'est souvent comme cela que la vérité arrive. Elle n'arrive pas toujours comme une phrase claire, elle arrive comme un choc silencieux. Van Gogh, avec La nuit étoilée, nous montre encore autre chose. Van Gogh ne peint pas seulement un ciel. S'il avait voulu peindre un ciel réaliste, il aurait fait autre chose. Dans La nuit étoilée, le ciel semble bouger, les étoiles vibrent, la lune irradie, la nuit devient presque vivante. Ce n'est pas seulement un paysage, c'est une émotion. Van Gogh peint ce que le ciel provoque en lui. Il peint l'intensité intérieure du monde et c'est pour cela que cette œuvre touche autant. Parce qu'elle ne nous dit pas seulement « voilà à quoi ressemblerait la nuit », elle nous dit « voilà ce que la nuit peut faire à une âme, à mon âme », en l'occurrence celle de Van Gogh. Et c'est là que l'intuition artistique devient puissante. Et elle ne se contente pas de reproduire, elle révèle. Elle révèle ce que la réalité contient d'invisible. Elle révèle ce qu'un paysage peut déclencher dans un être humain. Elle révèle ce qu'une couleur peut porter. Elle révèle ce qu'une forme peut révéler. Et peut-être que l'intuition, c'est ça, c'est la capacité à percevoir l'invisible dans le visible. Rodin, avec le penseur, peut nous aider à poser cette question. Le penseur représente la pensée, la concentration, la raison. L'homme qui réfléchit, l'homme qui cherche à comprendre, c'est une image très forte de l'intelligence rationnelle. Mais l'intuition vient poser une question presque dérangeante. Et si parfois, penser venait trop tard? Et si le corps, la sensibilité, la perception avait déjà compris quelque chose avant que l'esprit ne commence à construire son raisonnement? Attention, je ne dis pas que la raison ne sert à rien, au contraire, la raison est essentielle. Elle vérifie, elle structure, elle organise, elle protège parfois de l'illusion. Mais la raison n'est pas toujours le point de départ. Parfois, elle arrive après. L'intuition ouvre une porte, la raison regarde ce qu'il y a derrière. L'intuition capte, la raison formule. L'intuition sent, la raison organise. Et quand les deux fonctionnent ensemble, il y a une immense force. Le problème, c'est quand on méprise totalement l'intuition, au nom de la raison. Parce qu'alors, on devient peut-être plus logique, mais on devient sourd. On ne peut pas être intelligent et complètement à côté de sa propre vie. On ne peut pas savoir argumenter, analyser, expliquer, mais ne plus savoir reconnaître ce qui est juste pour soi. Et ça, on le voit aussi dans la littérature. Agatha Christie est un exemple intéressant parce qu'on l'imagine souvent comme une autrice purement rationnelle. On pense aux enquêtes, aux indices, aux suspects, au raisonnement et aux déductions. Et bien sûr, son travail est extrêmement bien construit, mais une intrigue ne commence pas toujours par une architecture parfaite. Souvent, elle commence par une intuition, une image, un détail étrange, une situation, une question. Imaginez par exemple un train arrêté, des passagers enfermés, un crime, des visages, des secrets, une tension qui monte parce que personne ne peut vraiment fuir.
que chaque personnage porte quelque chose, que tout le monde sait plus qu'il ne dit, que le décor lui-même devient une sorte de piège. L'intuition donne l'étincelle, puis la logique construit l'architecture. Et c'est souvent comme ça que les grandes créations naissent. Pas par des certitudes, mais par des appels intérieurs, une question qui surgit. Et si ? Et si cette personne n'était pas celle qu'elle prétend être ? Et si ce détail minuscule changeait tout ? Et si le vrai sujet n'était pas le crime, mais la culpabilité ? Et si ce qui semble impossible était justement la clé. Aucun grand créateur n'aurait créé quoi que ce soit s'il avait attendu une certitude totale. Aucun. Parce que toute création commence par quelque chose qu'on ne peut pas encore prouver. Et dans la vie réelle, c'est exactement pareil. Prenons le choix amoureux. Tu rencontres deux personnes. La première coche toutes les cases. Elle a le bon âge, le bon statut, les bons mots, la bonne apparence, la bonne situation. Elle semble presque parfaite sur le papier. Et pourtant, ton corps ne se détend pas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas dire bah voilà, j'ai la preuve. Tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de dossier, tu n'as pas d'accusation, tu n'as pas de certitude rationnelle. Mais il y a quelque chose, une tension, une crispation, une impression que quelque chose ne circule pas librement. Et parfois, comme on veut être rationnel, on ignore cela. On se dit, je dramatise, je suis trop sensible, je devrais lui laisser une chance. Sur le papier, tout va bien. Mais le corps, lui, a peut-être déjà compris quelque chose. Un manque de sincérité, une incohérence, une froideur derrière la politesse, une volonté de contrôle cachée sous la gentillesse, un décalage entre les mots et l'énergie. L'intuition n'est pas magique, c'est parfois ton corps, ton cerveau, la mémoire, ton expérience qui détectent des milliers de micro-signaux avant que la conscience puisse les organiser. Un ton de voix, une manière de répondre, une manière de regarder, une manière d'éviter une question, une contradiction minuscule, un silence qui ne sonne pas juste. Et souvent, des mois plus tard, on dit encore cette phrase terrible. Je savais. Cette phrase est terrible parce qu'elle prouve que l'intuition était là. Elle n'était pas absente, elle était étouffée. Elle avait parlé, mais on l'avait fait taire. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de sentir que quelque chose n'allait pas, mais de rester quand même ? De sentir qu'une personne n'était pas claire, mais de chercher des excuses, de sentir qu'un lieu te vidait, mais tu te forçais à y retourner, de sentir qu'une version de ta vie était terminée, mais de continuer à la jouer par cœur, par peur de changer. Et c'est pour ça que l'intuition, elle fait peur, parce qu'elle oblige à agir. Tant que tu prétends ne pas savoir, tu peux rester dans la même relation, tu peux rester dans le même travail, tu peux rester dans une ancienne identité, tu peux rester dans le confort que tu connais. Mais si tu reconnais que tu sais, alors tu dois faire quelque chose, tu dois partir, tu dois poser une limite, tu dois changer, tu dois créer, tu dois choisir, et choisir, c'est toujours perdre quelque chose d'autre. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent dire « je ne savais pas, je ne sais pas », alors qu'au fond ils savent. Le problème n'est pas toujours de ne pas savoir, le problème est souvent de savoir et de ne pas vouloir payer le prix de ce que l'on sait. Il y a aussi l'intuition dans le travail. Tu peux sentir qu'un projet est bon avant que les chiffres existent. Tu peux sentir qu'un format est juste avant que l'audience le valide. Tu peux sentir qu'une idée porte quelque chose avant que les autres comprennent. Et c'est très difficile, parce que le monde aime valider ce qui a déjà réussi. Mais il se méfie de la nouveauté, de ce qui commence. Et quand une idée est nouvelle, elle est fragile. Elle n'a pas encore de preuves, elle n'a pas encore de résultats, elle n'a pas encore de légitimité. Et c'est là que l'intuition est essentielle, parce que si tu attends que ton idée soit comprise par tout le monde avant de commencer, tu arrives souvent trop tard. Les grandes directions de la vie commencent rarement avec l'approbation générale. Elles commencent souvent dans une solitude intérieure. Tu sens quelque chose, les autres ne voient rien, tu insistes, les autres doutent, tu continues, et parfois des années plus tard, tout le monde dit « c'était évident ». Ce n'était pas évident au départ, c'est devenu évident parce que quelqu'un a eu le courage de suivre son intuition avant qu'elle ne devienne visible. C'est vrai dans l'art, c'est vrai dans les affaires, c'est vrai dans l'amour, c'est vrai dans les transformations personnelles. Rien d'important ne commence avec une garantie parfaite. Et le cinéma raconte cela magnifiquement. Dans The Sixth Sense, le personnage de Cole ressent les choses que personne ne peut voir. Tout le monde lui dit qu'il imagine, tout le monde lui dit qu'il se trompe, tout le monde lui fait douter de ce qu'il perçoit. Et le cœur du film, finalement, c'est presque cette question. Que se passe-t-il quand le monde entier te pousse à douter de ce que tu sais déjà ? C'est une question très forte, parce que beaucoup de gens ne perdent pas leur intuition seuls. Ils la perdent parce qu'on leur a appris à ne pas y croire. Quand un enfant ressent quelque chose et qu'on lui dit
tu exagères. Quand une femme sent un danger et qu'on lui dit tu es parano. Quand un artiste sent une direction et qu'on lui dit ce n'est pas sérieux. Quand une personne sensible perçoit une tension et qu'on lui dit tu te fais des films, petit à petit, elle apprend à douter d'elle-même. Elle apprend à demander au monde l'autorisation de ressentir. Et c'est une violence subtile, parce qu'on ne lui vole pas seulement une opinion, on lui vole sa boussole. Dans Interstellar, il y a un autre rapport à l'intuition. La science est centrale, les calculs sont centraux, la raison est centrale. Mais, même dans cet univers scientifique, quelque chose avance parce que des personnages osent suivre leur intuition, quand tout semble impossible. Murph continue à chercher, elle continue à sentir qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose qui dépasse l'explication immédiate. Et c'est intéressant parce que cela montre que l'intuition n'est pas contre la science. L'intuition peut être le début d'une découverte. Avant de prouver, il faut parfois ressentir. Avant de formuler une théorie, il faut parfois sentir qu'il y a une anomalie, un manque, une possibilité. La raison nous dit ce qui est probable. L'intuition nous montre parfois ce qui est possible. Et les deux ne devraient pas être ennemis. Dans Good Will Hunting, on voit encore une autre forme d'intuition. Will est extrêmement intelligent. Il a une intelligence mathématique, analytique et spectaculaire. Il comprend vite. Il voit les structures, il résout ce que les autres n'arrivent même pas à approcher. Mais malgré cette intelligence, il est perdu dans sa propre vie, parce qu'on ne peut pas être brillant et ne pas s'écouter soi-même. On peut comprendre les systèmes les plus complexes, mais on ne peut pas rester aveugle à sa propre blessure. On peut analyser les autres avec précision, mais ignorer, fuir sa propre vérité. Et c'est quelque chose que je trouve très important. L'intelligence intellectuelle ne suffit pas toujours. On peut avoir un cerveau très puissant et une vie intérieure complètement évitée. Will sait beaucoup de choses, mais il ne sait pas encore se laisser toucher, il ne sait pas encore faire confiance, il ne sait pas encore reconnaître ce qu'il veut vraiment. Et c'est souvent le cas des personnages qui analysent tout. Elles sont capables d'expliquer leurs mécanismes, elles savent nommer leurs blessures, elles les comprennent, elles analysent les schémas, mais comprendre n'est pas toujours se libérer. Parfois, l'intuition dit quelque chose de beaucoup plus simple que l'analyse. Elle te dit, va vers cette vie, arrête de fuir, cette personne compte, tu n'es pas obligé de rester enfermé dans ton ancienne histoire. Dans Billy Elliot, l'intuition est encore plus pure. Billy ne sait pas expliquer pourquoi, mais il danse. Il ne possède pas encore le langage, il ne possède pas encore la légitimité, il ne possède pas encore la culture qui pourrait justifier son désir. Il sait juste que c'est là. Quand il danse, quelque chose en lui se réveille. Tout le monde lui dit que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est pas pour lui, que ce n'est pas son monde, que ce n'est pas ce qu'on attend d'un petit garçon comme lui. Mais quelque chose en lui, c'est déjà. Et c'est peut-être ça, la vocation. Avant d'être un métier, avant d'être une réussite, avant d'être reconnu, la vocation est souvent une intuition, une attraction, un mouvement intérieur, une chose qu'on ne peut pas abandonner. Il ne danse pas parce que c'est stratégique, il danse parce que son corps, c'est quelque chose que son environnement ne comprend pas encore. Et c'est exactement cela l'intuition créatrice. À l'inverse, Black Swan montre ce qui arrive quand quelqu'un veut tout contrôler. Nina cherche la perfection, elle cherche à maîtriser chaque geste, chaque détail, chaque impression. Elle veut être parfaite, mais à force de contrôle, elle se coupe elle-même. Elle ne danse plus depuis un endroit vivant, elle danse depuis la peur, depuis la tension, depuis le regard extérieur. Et c'est très intéressant parce que l'intuition demande une forme de relâchement et non de contrôle. Pas de mollesse, pas d'abandon complet, mais un relâchement intérieur. Une capacité à laisser passer quelque chose. Quand on veut tout contrôler, rien ne circule. Ni l'art, ni le désir, ni la grâce, ni la vérité. Et c'est pour cela que Black Swan est un contre-exemple puissant. Il montre que la perfection, sans intuition, peut devenir une prison. Et puis, il y a aussi l'exemple d'Amélie Poulain. Amélie ne possède aucun super pouvoir. Son seul talent est de voir ce que les autres ne voient pas, ne ressentent pas. Elle observe, elle remarque les détails, elle relie les éléments invisibles, elle ressent les gens, elle perçoit les petites blessures, les petits manques, les petits désirs cachés. Elle fonctionne davantage par intuition que par logique.
Et je trouve cela très beau parce qu'Amélie nous rappelle que l'intuition n'est pas forcément spectaculaire. Ce n'est pas toujours une grande révélation. Parfois, c'est remarquer une solitude, comprendre un silence, voir qu'une personne attend quelque chose sans oser demander, sentir un détail minuscule qui peut transformer notre journée. Amélie voit les fils invisibles entre les êtres. Et c'est peut-être ça aussi, l'intuition. Voir les liens que les autres ne voient pas, lire les atmosphères, sentir les déplacements intérieurs, comprendre ce qui n'est pas encore dit. Alors, le minimum vital dans cet épisode, c'est de comprendre que l'intuition n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une émotion vague, ce n'est pas une pensée irrationnelle à faire taire, c'est une forme de perception. Mais elle demande une chose très difficile, la confiance en soi. C'est là que beaucoup de gens échouent. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'intuition, mais parce qu'ils ont appris à ne plus se croire, à ne plus se faire confiance. Et toi, à quel moment tu as cessé de te faire confiance ? À quel moment tu as commencé à demander aux autres l'autorisation de ressentir ce que tu ressentais déjà ? À quel moment tu as remplacé ta voix intérieure par la vie du monde ? Parce que c'est souvent comme ça qu'on perd son intuition. Pas d'un coup, pas brutalement, on la perd chaque fois qu'on se trahit un peu. Chaque fois qu'on dit oui, alors que tout nous dit non au fond. Chaque fois qu'on reste, alors que tout en nous veut partir. Chaque fois qu'on minimise un malaise. Chaque fois qu'on recherche une explication rationnelle pour justifier une situation qui nous abîme. Chaque fois qu'on laisse quelqu'un nous convaincre que notre ressenti n'était pas valable. Et un jour, on ne sait plus entendre. Alors il faut réapprendre à sentir, réapprendre à regarder, réapprendre à reconnaître la différence entre la peur et l'intuition. Parce que c'est important. Tout ressenti n'est pas une intuition. Parfois, ce qu'on appelle intuition, c'est seulement de la peur, une blessure ancienne, une projection, une panique, une mémoire traumatique. La peur crie souvent, l'intuition parle bas. La peur panique, l'intuition insiste. La peur se disperse, l'intuition te ramène à quelque chose de simple, d'évident, de naturel. La peur veut contrôler, l'intuition veut révéler. La peur te pousse dans l'urgence, l'intuition peut attendre, mais elle revient. La peur est bruyante, l'intuition est calme. C'est comme l'ego, vous savez, l'ego c'est très bruyant, mais l'amour-propre, c'est silencieux, ça n'a pas besoin de crier. Et il ne s'agit donc pas de suivre toutes ces impulsions. Il ne s'agit pas de confondre intensité émotionnelle et vérité. Il s'agit d'apprendre à reconnaître cette connaissance silencieuse qui revient encore et encore avec calme. Celle qui ne cherche pas à impressionner, celle qui ne cherche pas à dominer, celle qui ne cherche pas à tout justifier, celle qui dit simplement « regarde, écoute ». Tu sais déjà, et peut-être que l'intuition n'est pas une voix qui nous parle, peut-être que c'est une partie de nous qui refuse de disparaître, une partie qui continue à voir quand nous refusons de regarder, une partie qui continue à sentir quand nous préférons ignorer, une partie qui continue à protéger ce que nous sommes vraiment, une partie qui attend simplement que nous revenions vers elle. Alors la vraie question n'est peut-être pas est-ce que j'ai de l'intuition, la question est qu'est-ce que j'ai fait de mon intuition ? Quelle intuition as-tu ignorée, toi, ces dernières années ? Quelle vérité as-tu sentie avant de l'admettre ? Quelle direction as-tu abandonnée parce que tu n'avais pas encore de preuves ? Quelle version de toi-même as-tu laissée de côté parce qu'elle ne paraissait pas assez raisonnable, assez logique ? Et qu'est-ce qui changerait dans ta vie si, au lieu de mépriser cette voix intérieure, tu recommençais à la considérer comme une intelligence ? Pas une intelligence contre la raison, mais une intelligence avant la raison. Une intelligence qui ouvre la porte. Puis, la raison peut entrer. Et elle peut organiser, elle peut vérifier, elle peut structurer. Elle peut donner une forme. Mais sans intuition, rien ne commence. Pas une œuvre, pas une histoire, pas une transformation, pas une vocation, pas une vie vraiment habitée. Parce que parfois, ce qui nous sauve ne commence pas par une certitude, ça commence par une sensation faible au début, presque fragile, presque honteuse, presque impossible à défendre devant les autres. Mais si on l'écoute, si on lui donne une place, si on accepte de ne pas tuer cette sensation trop vite, elle peut devenir quelque chose. Elle peut devenir une œuvre, un départ, une décision, une vérité, une renaissance.
Et c'est peut-être cela le minimum vital ici, ne pas passer à étouffer ce qui en nous c'est déjà. Parce que l'intuition est là pour nous ramener à une intelligence plus complète. Une intelligence qui pense, oui, mais une intelligence qui sent, qui regarde, qui perçoit, qui relie, qui ose. Et peut-être que les grandes œuvres, les grands choix, les grandes transformations commencent toujours comme ça, par quelque chose que personne ne comprend encore, sauf nous. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans le prochain épisode du Minimum Vital.